commencer par vous montrer une image parce que j'ai pensé à vous tous, cette semaine en découvrant cette couverture du New Yorker. Je ne sais pas si vous connaissez le New Yorker, c'est une très très grande publication américaine qui a une importance dans le monde entier, qui a été créée dans les années 30, qui est une publication de référence parce qu'à la fois elle traite des très grands sujets d'actualité. C'est une des publications dans lesquelles on a eu les premiers articles aux États-Unis sur Hiroshima, sur la guerre du Vietnam, sur le procès Eichmann. Et en même temps, depuis toutes ces années, c'est aussi une revue qui accorde sa une à de grands illustrateurs. Et en découvrant cette une de santé, j'imagine que vous avez reconnu, bien sûr j'ai pensé à vous en voyant ces enfants rassemblés en petits groupes, mêlés, fascinés par quoi? Par les livres. Et c'est vrai que dans ce monde un petit peu inquiétant, incertain, dans ces préoccupations que vous avez certainement par rapport à la lecture, à son devenir, la montée des écrans, la dématérialisation du livre, enfin les inquiétudes sont nourries, je trouve extrêmement rassurant d'avoir une d'un grand journal qui cède la place aux enfants, tout en maintenant la présence d'ailleurs des adultes. Vous êtes là, hein, quelque part dans cette image, avec cette attention, avec ces livres qui ne sont pas arrivés par hasard. La littérature est l'une des plus anciennes inventions humaines, avant même l'agriculture. C'est aussi l'une des plus partagées. Il n'est pas un peuple sur Terre qui n'ait pas de littérature. Donc tout cela doit nous rassurer. Je crois que l'humain ne pourra jamais, jamais se passer de littérature. Alors, s'agissant de la littérature pour la jeunesse, c'est une production récente, finalement, par rapport à toute cette histoire, puisque conditionnée par l'idée même que l'on se fait des enfants. C'est ainsi qu'elle est née, finalement, de ce que l'on a reconnu, l'enfant, comme un individu à part entière, déjà, et avec des besoins spécifiques. Bien entendu, le premier de ces besoins, c'est l'éducation. Les premiers écrivains pour enfants furent, dans leur immense majorité, des enseignants, ayant pris la plume à l'intention de leurs élèves, et leurs écrits étaient pensés comme un matériau pédagogique pour présenter leurs enseignements sous un jour favorable. Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne, du petit-fils de Louis XIV donc, en publiant ce que l'on considère comme le premier roman écrit pour la jeunesse, Les Aventures de Télémaque, en 1699, mettait en pratique le principe du placere docere, plaire pour instruire, tel qu'il avait été énoncé 30 ans plus tôt par La Fontaine dans Le Pâtre et le Lion. Si, souvenez-vous. Une morale nue apporte de l'ennui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire, et compter pour compter me semble peu d'affaires. Instruire et plaire. Bon, c'est le ludo-éducatif de nos jours. C'est ce qui est en tête des ventes de la production pour la jeunesse. Alors, instruire, c'est une nécessité, mais nous concernant tous là, aujourd'hui, dans cette salle, je crois que ça ne peut pas être l'objectif premier de la littérature. Parce que si elle le fait, c'est nécessairement de manière secondaire. L'art est éducatif en tant qu'art, et non en tant qu'art éducatif. Puisque en tant qu'art éducatif, il n'est rien, affirmait Gramsci. Plaire ou divertir, dirions-nous aujourd'hui, dirait notamment notre fringant et nouveau ministre de la Culture. Le loisir, cette grande invention occidentale. Bien sûr que la littérature peut être divertissante, mais si elle ne vise que le divertissement, elle disparaîtra. La morale. Alors, je n'ai pas trop le temps de m'y attaquer aujourd'hui à la morale, mais quand même, c'est une vraie menace aujourd'hui. Parce que finalement, elle reste au cœur de la conception que l'on se fait des livres pour enfants.
quand je présente des livres jeunesse à des étudiants qui n'en ont encore jamais entendu parler, ils me parlent toujours du message. Il doit toujours y avoir un message moral. Oui, elle reste au cœur de cette conception. Elle est aujourd'hui en train de muter, de se développer sous l'effet du politiquement correct. Il faut incessamment rappeler le principe de la liberté de création qui ne doit s'offrir aucune exception. Alors reste de cette citation de La Fontaine le compter pour compter, qui donc semblerait peu d'affaires et qui est pourtant ce qui nous intéresse aujourd'hui. Compter pour compter, c'est la littérature dans sa dénomination la plus pure. Car affirmer la puissance de la littérature, c'est d'abord la dégager de son objectif utilitariste, et je ne reviens pas sur tout ce qu'a magnifiquement énoncé Michel Petit. Rappelons toutefois que ce terme de littérature, ou cette notion, est récente dans le champ de la littérature pour la jeunesse. Ce n'est qu'en 1980, avec le Que sais-je de Denise Escarpit, la littérature enfantine, que ce terme apparaît. Alors sans doute est-ce pourquoi elle continue à susciter des incompréhensions. Lorsque je parle de littérature au personnel de la petite enfance que je vais former à la question du livre pour l'album pour les tout petits, souvent on me regarde effaré. Quoi? Nous nous occupons d'enfants qui ne parlent pas encore et il faudrait leur donner du Victor Hugo. Bon, mais les réactions ne sont pas tellement différentes quand il s'agit d'animateurs ayant des adolescents en charge. Non, franchement, la littérature, ça leur prend la tête. Alors je crois qu'il est temps de faire à nouveau l'éloge de la littérature, de la protéger de la dépréciation. La force de la littérature pour la jeunesse, c'est de rendre les lecteurs capables de se construire socialement et psychiquement. Le poète T.S. Eliot répétait en 1949 que la culture peut être décrite tout simplement comme ce qui rend la vie digne d'être vécue. Quelques années plus tard, l'artiste Robert Filiou enfonçait le clou. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. La condition humaine ne pouvant être comprise dans sa complexité sans l'aide de la littérature, ceux qui lisent les meilleurs écrivains, affirmait Eliot, en savent plus sur le monde, sur les autres, et vivent mieux. Il est une citation qui, à elle seule, vaudrait que l'on plonge tous dans ce combat, oui, le combat de la littérature. C'est une citation donnée par Antoine Compagnon dans son cours au Collège de France, intitulé « La littérature, pourquoi faire ?» C'est Italo Calvino qui l'écrit. Les choses que la littérature peut rechercher et enseigner sont peu nombreuses, mais irremplaçables. La façon de regarder son prochain et soi-même, d'attribuer de la valeur à des choses petites ou grandes, de trouver les proportions de la vie et la place de l'amour en elle, et sa force, et son rythme, et la place de la mort, la façon d'y penser et de ne pas y penser. Et d'autres choses nécessaires et difficiles comme la dureté, la pitié, la tristesse, l'ironie ou l'humour. Je crois qu'il faut rendre la littérature désirable, alors que la littérature est à la fois, sans doute, trop sacralisée et trop souvent dépréciée. Je crois, comme Michel Petit, qu'il faudrait désormais desserrer un peu le nœud des angoisses sur la lecture et renforcer l'importance de la littérature qui, au demeurant, est le plus formidable vecteur de l'envie de lire. Nourrir positivement ce terme qui reste à la fois écrasant et abstrait par une culture plus visible de ses auteurs et de ses éditeurs, par une valorisation de ses collections, par une affirmation de son caractère essentiel pour la construction de l'individu. Et je dis tout cela en constatant que c'est bien cette orientation qui a été choisie pour les rencontres nationales, à la fois dans son programme et dans le choix de faire intervenir et d'organiser des rencontres avec de grands auteurs. Je crois qu'il faut tout simplement oser parler de littérature, et non plus simplement de livres de lecture.
On ne parle quasiment jamais d'écriture, de style, s'agissant de la littérature pour la jeunesse. On parle d'auteurs et d'autrices, bien sûr, mais jamais d'écrivains, et jamais d'œuvres, en tout cas de moins en moins depuis que j'exerce dans ce secteur, et ça fait presque une vingtaine d'années. Appuyons-nous sur les écrivains, sur les illustrateurs, sur leurs textes, sur leurs images, ayons confiance en eux, et ayons confiance en la jeunesse pour entrer pleinement en littérature. Alors, oui, et pour être concret, pour aborder cette question de la force de la littérature et de que dire, sa pertinence, je voulais bien sûr repartir du plus grand d'entre tous les écrivains pour la jeunesse, Maurice Sendak. Pourquoi? Parce qu'il est véritablement le premier à faire acte d'auteur dans le champ de l'édition pour la jeunesse. Sendak affirmait, au contraire de la propagande assénée dans une grande partie des livres pour enfants, je vous rappelle qu'il parle depuis les années 50 aux États-Unis, l'enfance n'est qu'en partie un âge de l'innocence. Selon moi, elle est également un temps de sérieux, de confusion, et qui comprend une grande part de souffrance. Elle est aussi probablement le meilleur de nos vies. Ce que l'enfant souhaite le plus, c'est de trouver un peu de vérité quelque part. Et cela fait aussi partie du travail de l'écrivain, de faire de son mieux pour rechercher cette vérité. Voilà, je vous le disais au début de mon propos, la littérature pour la jeunesse dépend de l'idée que l'on se fait des enfants. Vous voyez quelle idée Sendak se fait, et donc quelle autre aussi puissante et foisonnante pouvait-il produire avec cette conception de l'enfance. Max et les Maximons, bien sûr, le point d'orgue de cette œuvre, Where the Wild Things Are, là où sont les choses sauvages. C'est vrai que d'intituler ce livre, vous savez que nous sommes la honte et la risée de l'édition internationale avec ce titre tellement réducteur, alors que le titre initial est déjà de la littérature. Ce que l'enfant souhaite le plus, c'est de trouver un peu de vérité quelque part. Or, la vérité, c'est peut-être ce qui rencontre le plus d'entraves dans le champ de la littérature pour la jeunesse. L'obsession de notre société pour la sécurité tend de plus en plus à éloigner les enfants de la vérité. Dans ce monde perçu comme de plus en plus dangereux, on aurait la tentation de les élever sous cloche. Alors, peut-on tout dire aux enfants? Non, assurément. La littérature peut-elle tout dire aux enfants? Oui, à l'évidence, quand on regarde le travail d'Elzbieta. Alors vous savez, il est rare que lors d'une conférence, je ne cite pas Elzbieta, bien sûr. La guerre civile, deux enfants très mignons, petits lapins, se retrouvent au cœur, sur le front, la ligne de partage d'une guerre civile. Comment fait-elle pour raconter cela? Elle nous raconte cette histoire à partir du moment où la guerre est déclarée de l'intérieur de la maison, c'est-à-dire du foyer. Nous sommes protégés. Les discussions sont nombreuses. Flonflon parle beaucoup avec sa maman. Mais elle dit la vérité, Elzbieta, sur ce qu'est la guerre. Alors, plutôt, elle montre. Elle montre les effets de la guerre. La ville est ravagée, en ruine. Elle montre le papa. Ce jour-là, le papa revint. Il avait l'air fatigué. Il dit, voilà, la guerre est finie. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas utiliser n'importe quel mot. Donc, elle utilise une figure de style, l'euphémisme. Il avait l'air fatigué. Mais l'image, elle, ne nous ment pas. Néanmoins, elle nous protège. Les ruines sont à l'arrière-plan. Et ce papa est dehors. On le voit au travers du cadre de la fenêtre. Il est mis à distance par une série de filtres, le cadrage et le cadre de la fenêtre, mais aussi le voile, dit un voile de pudeur,
et puis y compris par la matérialité même de son papier, par cette texture. Donc, toute une série de filtres, mais véritablement à distance, la vérité, dans sa plus simple expression. Ce qu'a apporté Max et les Maxi-Monstres, c'est de représenter l'imaginaire de l'enfant, de mettre en scène un voyage intérieur. C'est un geste fort et finalement assez peu commenté en tant que tel. Pourtant, le temps nous a permis de mesurer à quel point il avait irrigué un pan essentiel de la littérature pour la jeunesse. De Yuri Shulevitz, rappelez-vous, Dans ma chambre, lundi matin, à Kitty Crotter. Tous ces auteurs, toute une lignée extrêmement importante des auteurs de la littérature pour la jeunesse s'attachent à mettre en scène l'intériorité des enfants. Je rencontrais il y a quelque temps Anaïs Vaugelade, dont on voit l'une des images de la série des USA, qui fait partie de cette première génération d'auteurs-illustrateurs à avoir lu Sendak dans leur enfance et à avoir fait de ce registre de l'intériorité le moteur premier de leur production. Et je l'interrogeais sur cette série USA que je trouvais extraordinaire, que la plupart des bibliothécaires trouvaient extraordinaire et que les enfants lisent avec un plaisir immense et qui reste pourtant un échec commercial retentissant. L'explication d'Anaïs Vaugelade, c'est que les parents ne souhaitent pas, sont gênés par cette représentation de l'intériorité de l'enfant. Mais il est important de souligner que toute cette série, et quelque part toute l'œuvre d'Anaïs Vaugelade, sans qu'on s'en rende compte aujourd'hui, sans qu'on en ait la conscience, mais finalement n'est qu'une représentation de l'intériorité d'un enfant, de sa capacité à s'abstraire du réel par l'imaginaire, par des amis imaginaires, c'est bien à ça que sert ce crocodile, et à s'en échapper. Cette nécessité du trouble, elle reste travaillée de manière exquise par les jeunes, très jeunes illustrateurs, ou en tout cas ceux qui sont récents. Mon Bison, qui vient de paraître en cet automne aux éditions Mémo, signé de la belle polonaise Gaia Wisniewski, met magnifiquement en scène ce passage de la réalité plus ou moins probable, en tout cas tellement un motif littéraire tellement développé, celui de la rencontre de l'enfant avec l'animal sauvage, pensez au lion de Kessel, pensez bien sûr à Chien bleu, qui va progressivement dévier vers la beauté d'une rencontre et d'une amitié fantasmée avec des images extrêmement puissantes, extrêmement troublantes, du bison, à ce point domestiqué, à ce point ami, qu'il se réfugie au chaud chez la petite fille quand l'hiver est venu. Toute œuvre d'art se propose comme un objet ouvert à une infinité d'appréciations. Elle s'offre comme une source inépuisable d'expériences qui en font émerger sans cesse des aspects nouveaux. Umberto Eco, l'œuvre ouverte. Bien sûr que c'est aussi ce qu'a amené Sendak avec cet album et cette œuvre tout entière qui ne cesse de superposer un feuilleté des signifiants, un feuilleté des significations. On peut lire et relire un même album et y trouver, en fonction de son âge, en fonction de son expérience, une densité et une profondeur nouvelle. Cette œuvre ouverte, c'est ce à quoi s'emploie aujourd'hui Michel Galvin, dont les livres peuvent troubler, déstabiliser, mais qui organise comme peu d'autres ce livre, le livre, comme un espace extrêmement ouvert et riche de toutes les interprétations que l'on pourra y poser. Rouge, paru en 2017, est peut-être l'un des plus évidents dans ce dispositif. C'est un livre de naissance qui ne ressemble à aucun autre. Les livres de naissance sont toujours extrêmement lyriques et tendres. Celui-ci est tout à fait différent et pourtant le surgissement de ce caillou rouge est déjà une naissance dans un champ qui l'attendait.
Il est en mouvement, il rencontre les autres. Très vite, il joue, se compare, se mesure, nomme. Ce livre a de multiples jeux. Ce livre, c'est à la fois la mise en scène assez inédite d'un enfant qui joue sans que l'on représente jamais l'enfant en train de jouer. Nous sommes un peu comme dans les yeux d'un enfant qui manipule quoi? Manipule ce que tous les enfants manipulent à minima, à savoir des cailloux et des bâtonnets, pour construire des jeux d'équilibre, des jeux divers. Alors je vois bien que vous me regardez un peu en coin avec mes livres bizarres. Alors je me suis dit que j'allais vous montrer que même un livre très inoffensif, très mignon, pouvait avoir toutes ces qualités. Bien mieux qu'une maison, vous voyez ces petits hamsters rondouillards et magnifiques, ils ne dérangeront personne. Pourtant, quelle ampleur a cet album? La dernière image étant ce qu'on appelle le contre-champ de la première de couverture. On les voit de derrière, alors qu'on les voyait de devant. Entre les deux, une quête initiatique d'une fratrie extrêmement drôle. Nous sommes dans du pur divertissement, nous sommes dans de la bande dessinée, et en même temps, nous sommes dans leur quête du monde. Nous les suivons dans ce récit d'initiation, mais l'on nous donne toutes les clés pour être extrêmement intelligents et voir que ce que eux voient du bout de leur lorgnette est en réalité bien plus complexe et organisé que cela, et en même temps beaucoup plus petit. Les interprétations, les thématiques qui nourrissent ce livre sont extrêmement nombreuses. On pourrait, généralement, ne s'arrête pas sur cette première image, celle du nid, des hamsters, qui, vous le voyez, est abondamment abreuvé de littérature, mais aussi d'images d'explorateurs, des grands explorateurs qui certainement ont permis ensuite à la fratrie d'avoir ces velléités d'exploration du monde. C'est tout mignon et c'est extrêmement profond. Pourquoi cette exigence? Parce que, écrivait Elzbieta, l'enfant et l'artiste habitent le même pays. Et je crois que la plus magnifique des missions que vous puissiez endosser est celle effectivement qui consiste à organiser du mieux possible ce rendez-vous entre l'enfant et l'artiste, entre le lecteur et l'écrivain,